je m'appelle Léa Bernard et, à 23 ans, je pensais savoir ce que signifierait se battre pour survivre, mais rien ne vous prépare au moment où votre propre père vous annonce que votre avenir ne vous appartient plus. La pluie, cet après-midi-là, tombait si fort qu'elle étouffait le moindre bruit dans notre petit appartement de la banlieue de Lyon. Je me tenais près de la fenêtre, regardant l'eau grise ruisseler sur la vitre, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que toute ma vie s'était transformée en ces lignes floues. Ma mère gisait affaiblie dans la pièce d'à côté, respirant selon un rythme saccadé et douloureux. L'odeur des médicaments imprégnait l'air, se mêlant au désespoir tranquille qui s'était installé dans notre foyer. Je venais de rentrer de mon service à la bibliothèque municipale quand mon père a appelé mon nom. Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Quand je suis entré dans le salon, il était assis à la table, la tête entre les mains. Cette seule vision m'a tordu l'estomac. « Léa, nous avons un problème », a-t-il chuchoté, « un problème que je ne peux pas résoudre. » J'ai su instantanément qu'il s'agissait de la dette, cette dette qu'il avait contractée auprès des mauvaises personnes, cette dette qu'il avait acceptée parce qu'il était désespéré de sauver ma mère. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a semblé irréel. « Leur patron veut te voir. Si tu acceptes de l'épouser, la dette disparaît. Ta mère recevra tous les soins nécessaires. Tout s'efface. » Je l'ai dévisagé, sous le choc, incapable de respirer. C'est à cet instant précis que mon ancienne vie a pris fin. Je pouvais à peine bouger après avoir entendu les paroles de mon père. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd, comme si chaque respiration apportait une nouvelle couche de peur. Mon père, Marc Bernard, avait toujours été un homme fier, du genre à cumuler 2 emplois sans jamais se plaindre. Le voir trembler ainsi me disait tout, il n'avait plus aucune option. Maman était allongée dans la chambre, trop faible pour tenir debout toute seule. Sylvie Bernard avait toujours été le cœur de notre maison, la chaleur qui nous unissait tous les trois. Mais au cours de l'année passée, sa maladie avait balayé sa force, son énergie, et maintenant notre stabilité financière. Les factures médicales s'empilaient plus haut que les livres que je rangeais à la bibliothèque. La sécurité sociale et la mutuelle ne couvraient pas la moitié des traitements expérimentaux. Chaque jour ressemblait à une course que nous étions en train de perdre. Papa avait tout essayé. Emprunter à la famille, demander une avance à son patron, vendre notre vieille voiture, mais rien n'avait suffi. Et dans son désespoir, il s'était tourné vers les mauvaises personnes. Des gens dangereux. Des gens qui souriaient tout en menaçant de nous prendre tout ce qu'il nous restait. Il a dit qu'il lui avait donné une semaine. Une semaine pour rembourser une dette qu'aucune personne normale ne pourrait jamais rassembler en si peu de temps. Mon père évitait mon regard pendant qu'il parlait, sa culpabilité pesant plus lourd que n'importe quel mot. « Léa, je n'ai jamais voulu que cela arrive », a-t-il murmuré. « Je voulais juste sauver ta mère. » Je me suis assise en face de lui, sentant mon pouls battre dans mes oreilles. Qui est-ce? Qui est cet homme qui veut m'épouser? Papa a dégluti avec difficulté. Vincent de Montfort. Il a 58 ans. Très riche. Il vit dans un domaine à l'extérieur de la ville. Après un accident vasculaire cérébral, il peut à peine marcher, mais il a de l'argent. Assez de pouvoir pour effacer tout ce que nous devons. J'ai senti un nœud se former dans mon ventre. Un homme que je n'avais jamais rencontré, proposant d'acheter mon avenir en échange de la vie de ma mère. Mon père a levé les yeux, le regard chargé de honte. Je suis tellement désolé, Léa. Je n'ai jamais voulu que ta vie fasse partie de ce marché. Et pourtant, elle en faisait déjà partie. Le lendemain matin est arrivé avant que je ne sois prête. J'avais à peine dormi, rejouant les paroles de mon père encore et encore. À midi, une voiture noire s'est garée devant notre immeuble. Le moteur ne faisait presque aucun bruit. Le genre de véhicule qui appartenait à un autre monde, pas à un parking fissuré entouré de peintures écaillées et de rambardes rouillées. L'homme qui en est sorti s'est présenté comme étant Étienne Leroy, l'assistant de Vincent de Montfort. Il était grand, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que notre loyer mensuel. Son expression était polie mais distante, comme si mettre les pieds dans notre quartier exigeait un effort considérable. Il m'a tendu une carte avec une adresse et a dit que la voiture m'y emmènerait si je choisissais d'y aller. J'ai choisi. Le trajet s'est fait en silence, laissant derrière nous les rues encombrées pour entrer dans de vastes étendues de campagne paisibles. Plus nous avancions, plus j'avais l'impression de pénétrer dans la vie de quelqu'un d'autre.
de hautes grilles en fer forgé sont apparues, s'ouvrant lentement à l'approche de la voiture. Au-delà se trouvait un domaine immense, le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films. Des pelouses parfaites, des statues de marbre, un manoir s'élevant comme un monument. À l'intérieur, tout brillait. Des parquets polis, des lustres de la taille de petites voitures, des tableaux au cadre doré qui semblaient plus vieux que la République elle-même. Étienne m'a conduite à travers de longs couloirs jusqu'à ce que nous atteignions une double porte. « Monsieur de Montfort vous attend dans la bibliothèque » a-t-il dit doucement. Je suis entré. La pièce sentait le vieux livre et le cèdre. Des étagères s'élevaient bien au-dessus de ma tête, remplies jusqu'au plafond. Près de la fenêtre était assis un large fauteuil en cuir tourné à l'opposé de la porte. La silhouette d'un homme s'y reposait, immobile comme de la pierre. Approché, a ordonné sa voix, grave, contrôlée, mais portant une trace de fatigue. J'ai contourné lentement le fauteuil, et la première chose que j'ai remarquée fut le masque. Un demi-masque sombre couvrait la partie supérieure de son visage. Le côté gauche de son visage, partiellement visible en dessous, était figé et inexpressif. Sa main gauche reposait sans vie sur la coudoir. Il ne m'a pas regardé pendant un long moment. Quand il l'a enfin fait, son œil droit m'a étudié avec une précision troublante. « Alors, c'est vous Léa Bernard » a-t-il dit. J'ai acquiescé, incertaine de devoir m'asseoir ou rester debout. Il a désigné un siège en face de lui. « Vous voulez savoir pourquoi je vous ai fait venir? Pourquoi quelqu'un comme moi ferait une telle demande ?» Ma voix semblait coincée dans ma gorge. Je n'ai réussi à prononcer qu'un seul mot. « Pourquoi ?» Il s'est légèrement penché en avant, la canne dans sa main droite soutenant son poids. « Parce que vous n'êtes pas ici par cupidité, » a-t-il dit. « Vous êtes venu parce que vous voulez sauver votre famille. Et cela, mademoiselle Bernard, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. » Je ne savais pas quoi répondre. Je savais seulement que ma vie venait de franchir une ligne dont on ne revient pas. J'ai quitté la bibliothèque ce jour-là avec l'impression que le sol se dérobait sous mes pas. Vincent de Montfort ne m'avait pas menacé, n'avait pas supplié, n'avait pas fait semblant. Il avait simplement exposé la vérité et m'avait laissé choisir. Mais quand un homme tient la vie de votre mère entre ses mains, est-ce vraiment un choix? Le lendemain matin, Étienne est revenu. Cette fois, il apportait des documents confirmant que le traitement de ma mère commencerait immédiatement. Un autre dossier confirmait que la dette de mon père était apurée. Aucune condition, aucune clause cachée. Il ne restait plus que ma décision. À midi, j'ai fait mes bagages avec le peu de vêtements que je possédais et je suis monté dans la voiture qui m'attendait. Mon père a essayé de parler, mais les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Ma mère, encore trop faible pour tenir debout, a cherché ma main. « Tu ne nous dois pas ta vie » a-t-elle chuchoté. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai dégluti avec peine. « Je le sais, mais je sais aussi que tu mérites de garder la tienne. » Le domaine me parut différent cette fois-ci. Moins intimidant, mais plus étouffant. Une belle cage reste une cage. Étienne m'a conduite au deuxième étage où une double porte s'ouvrait sur une suite plus grande que notre appartement tout entier. Des murs clairs, une lumière tamisée, un lit drapé de tissu riche, un dressing qui semblait sans fin. À l'intérieur se trouvaient des vêtements par dizaines, des robes, des chemisiers, des manteaux, des chaussures alignées en rangées parfaites, tous à ma taille. D'où viennent-ils? Ai-je demandé doucement. Monsieur de Montfort les a fait préparer, a répondu Étienne. Il estime qu'une épouse doit être à son aise. Une épouse, le mot a résonné comme une mélodie étrangère. Le dîner était prévu pour 19 heures. J'ai mis une robe simple et je suis descendu. La salle à manger où je suis entré n'était pas une simple pièce, c'était une salle d'apparat. Sa longue table était dressée pour 2 personnes aux extrémités opposées. Vincent était déjà assis, son masque en place, la posture droite malgré la raideur de son corps. « Veuillez vous asseoir » a-t-il dit. La distance entre nous semblait symbolique. Il mangeait lentement, ses mouvements étaient prudents. J'avais à peine touché à mon assiette. Le silence s'étirait entre nous, pourtant il ne semblait pas hostile, c'était plutôt comme 2 personnes apprenant à cerner la présence de l'autre. « Parlez-moi de votre vie » a-t-il fini par dire. « Que faisiez-vous avant tout cela ?»« Je travaillais à la bibliothèque municipale » ai-je répondu. « J'aime lire les classiques,
des histoires qui vous font vous sentir moins seul. Il a hoché la tête. Je connais un peu la solitude. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement de la vérité. Et alors que je le regardais de l'autre côté de la table, entouré d'une richesse que je ne pourrais jamais imaginer, j'ai réalisé quelque chose de troublant, je n'avais pas peur de lui. J'avais peur de ce que ma vie était devenue. Le mariage a eu lieu 3 jours plus tard, bien que l'appeler un mariage soit généreux. C'était plutôt une transaction discrète inscrite dans la trame d'une matinée ordinaire. Pas d'invités, pas de musique, pas de fête, juste une signature qui liait de vie pour des raisons dont aucun de nous ne se vanterait jamais. Étienne nous a conduits à la mairie, un bâtiment en pierre modeste avec des néons vacillants et une salle d'attente qui sentait vaguement le café froid. Vincent marchait avec sa canne, chaque pas était lent mais délibéré. Je restais à ses côtés, incertaine de devoir lui offrir mon bras ou garder mes distances. La cérémonie a duré moins de 10 minutes. L'adjoint au maire a lu les articles du Code civil d'une voix monotone, levant à peine les yeux. Vincent a répété ses engagements doucement, avec assurance, malgré la fatigue que je percevais dans sa voix. Quand ce fut mon tour, ma voix a tremblé, mais j'ai parlé clairement. Je le devais. La vie de ma mère en dépendait. Lorsque l'officier d'état civil nous a déclarés mari et femme, Vincent n'a pas cherché ma main. Il a simplement incliné légèrement la tête, comme pour reconnaître le poids de ce que nous venions de faire. « Merci, Léa » a-t-il murmuré quand nous sommes sortis. « Merci de donner à un vieil homme un peu plus de temps. » Je n'ai pas répondu. L'air était pesant, trop chargé de vérités non dites pour que l'un de nous puisse s'y retrouver. Le trajet de retour vers le domaine s'est déroulé dans le silence. Je regardais par la fenêtre, observant le monde défiler dans un flou total. J'étais maintenant Madame de Montfort. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Dans les jours qui ont suivi le mariage, ma nouvelle vie s'est installée dans un rythme à la fois trop calme et trop lourd. Je me réveillais dans une chambre plus grande que le bureau de la bibliothèque où je travaillais. Je prenais des repas préparés par des gens qui parlaient à peine plus aucun murmure. Je marchais dans des couloirs si larges qu'ils résonnaient à chaque pas que je faisais. Mais rien ne semblait m'appartenir. Vincent et moi gardions une distance polie, portée par une étrange courtoisie qui n'effaçait pas la vérité sous-jacente. Il n'exigeait rien de moi. Il ne franchissait jamais de limite. En fait, il s'approchait à peine de moi, sauf si c'était nécessaire. Nos interactions étaient simples, petit déjeuner à 8 heures, dîner à 19 heures. Quelques minutes de conversation entre les deux. Un après-midi, je l'ai trouvé dans la bibliothèque, assis près de la fenêtre avec un livre ouvert sur les genoux. Son masque était toujours là, mais sa posture semblait différente, plus souple d'une certaine manière. « Voulez-vous que je vous fasse la lecture » ai-je demandé sans réfléchir. Il a levé les yeux, surpris. « Si vous le souhaitez. » J'ai pris le fauteuil à côté de lui et j'ai ouvert le livre à la première page. À mesure que je lisais, sa respiration se ralentissait et, pour la première fois, la tension dans ses épaules s'est relâchée. Il a fermé les yeux, ne dormant pas, mais écoutant. Écoutant vraiment. Quand j'ai fini le chapitre, il a parlé doucement. Je lisais comme ça à ma fille avant l'accident. C'était la première fois qu'il mentionnait avoir un enfant. Je me suis tourné vers lui, incertaine de savoir s'il voulait continuer. Il le voulait. Elle s'appelait Léonie. Elle avait 13 ans. Vive, douce, elle était tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Ses mots se sont évanouis, engloutis par la douleur qui les portait. La pièce semblait se rétrécir autour de nous. Que s'est-il passé, ai-je demandé doucement. Il a gardé son regard fixé sur le jardin à l'extérieur. J'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident de voiture il y a 8 ans. Après cela, j'ai dérivé. L'argent ne remplit pas une maison où il n'y a plus de voix. Un long silence a suivi. À cet instant, le masque qu'il portait m'a semblé être moins une barrière qu'une armure, une façon de cacher non seulement les séquelles de son attaque, mais aussi la blessure gravée profondément en lui. Ce soir-là, lorsqu'il a eu du mal à se lever de la table à manger, j'ai instinctivement bougé pour l'aider. Sa main a saisi mon bras pour se stabiliser. « Merci » a-t-il dit, la voix basse. C'était la première fois qu'il me regardait, non pas comme un devoir, non pas comme un marché, mais comme une personne. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je commençais à le voir ainsi moi aussi. Une semaine plus tard,
la routine tranquille à laquelle je commençais à m'habituer à voler en éclats en un seul instant. À mon retour de visite chez ma mère à la clinique, une voiture de luxe inconnue était garée dans l'allée circulaire. Son moteur était encore chaud, vrombissant sourdement comme quelque chose de vivant. Dans le hall d'entrée se tenait un homme qui ressemblait à Vincent par tous les traits physiques, mais par aucun de ceux qui l'adoucissaient. Il était plus jeune, la cinquantaine, habillé avec élégance et arborant un sourire qui ressemblait plus à une lame qu'à une salutation. « Vous devez être la nouvelle Madame de Montfort », a-t-il dit en tendant la main. Charles de Montfort, le frère cadet de Vincent. J'ai hésité avant de prendre sa main. Sa poignée était ferme, trop ferme, comme s'il ressentait le besoin de prouver quelque chose dès les 5 premières secondes de notre rencontre. Je ne savais pas que Vincent avait un frère, ai-je dit. Il a ricané. C'est parce que Vincent préfère garder des secrets, surtout ceux qui révèlent à quel point il est seul. Quelque chose dans son ton me donnait la chair de poule. Étienne est apparu au bout du couloir, tendu comme s'il s'attendait à des ennuis. Charles est ici pour voir Monsieur de Montfort, a dit Étienne prudemment. Charles m'a bousculé en passant sans attendre. Ouvre la voie. Je détesterais que mon grand frère pense que j'ai fait tout ce chemin juste pour admirer le papier peint. Quand ils ont disparu à l'étage, j'ai suivi à distance. Pas assez près pour m'immiscer, mais assez près pour que, lorsque Charles a élevé la voix, elle porte à travers la porte entr'ouverte. Eh bien, Vincent, a-t-il raillé. C'est donc ça ta solution. Tu es allé t'acheter une jeune épouse. Ça doit être agréable d'utiliser l'argent pour combler le silence. La réponse de Vincent était calme mais fatiguée. Que veux-tu, Charles? Oh, rien du tout. Juste vérifier si tu as mis ton testament à jour. Après tout, les accidents arrivent, et nous ne voudrions pas que la mauvaise personne hérite du domaine. Mon souffle s'est coupé. Charles a continué, la voix dégoulinante de venin. Laisse-moi deviner. Tu lui as déjà promis la fortune, n'est-ce pas? Ou attend-elle encore? Silence, lourd, tranchant. Pour la première fois, j'ai réalisé que Vincent n'avait pas encore changé son testament. Tout le domaine appartenait encore légalement à l'homme qui se tenait maintenant au-dessus de lui avec un sourire qui aurait pu tuer. Ma main a tremblé contre le cadre de la porte. Cette visite n'avait rien de familial. Il s'agissait de ce dans quoi ma vie s'était engagée. Charles a quitté le domaine peu après, satisfait de la manière dont une personne ne l'est que lorsqu'elle sait qu'elle a causé des dégâts sans lever le petit doigt. Je suis resté pétrifié dans le couloir bien après que la porte d'entrée se soit refermée derrière lui. Chaque mot qu'il avait prononcé restait collé à moi comme un air glacial. Ce soir-là, j'ai trouvé Vincent assis dans son bureau, le masque posé sur le bureau à côté de lui. Sa posture était rigide, son regard lointain. Il n'a pas eu besoin de se retourner pour savoir que j'étais là. « Tu as tout entendu » a-t-il dit doucement. Je suis entré un peu plus dans la pièce. Oui, c'est vrai. Il a hoché la tête presque comme s'il s'y attendait. J'avais prévu de changer le testament. J'ai demandé au notaire de préparer les papiers, mais il était en voyage. Je voulais juste prendre le temps de vous le dire correctement. Il a levé les yeux alors, et il n'y avait plus de pouvoir dans son regard. Seulement de l'inquiétude, seulement la peur que je puisse le voir comme son frère voulait que je le voie. Je me suis assise en face de lui. Je ne veux pas que vous le fassiez. Ses sourcils se sont froncés. Léa, vous méritez la sécurité. Après tout ce que vous avez abandonné, tout ce que vous avez accepté pour votre famille, il est normal que j'ai secoué la tête. Non, si vous changez votre testament maintenant, chaque fois que vous vous sentirez mal, chaque fois que vous trébucherez, je me demanderai si vous pensez que j'attends votre argent. Je ne veux pas que cela pèse entre nous. Sa gorge s'est nouée alors qu'il essayait de parler. Je me suis penché en avant. Quand vous me laisserez quelque chose, que ce soit parce que vous le vouliez vraiment, pas parce que nous avons conclu un marché un jour de désespoir. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis sa voix s'est brisée d'une manière inédite. Vous êtes remarquable, Léa. Bien plus que ce que j'espérais et bien plus que ce que je mérite. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, le poids entre nous a changé. Nous n'étions plus deux personnes liées par un contrat. Nous étions deux personnes essayant de choisir quelque chose de différent. Le calme qui a suivi notre conversation n'a pas duré longtemps. Quelque chose dans la maison semblait différent au cours des jours suivants,
comme si un fil invisible avait été trop tendu. Étienne se déplaçait silencieusement, plus prudent que d'habitude. Le personnel parlait à voix basse. Même l'air semblait changer. C'est Agathe, la gouvernante, qui est venue me voir en premier. Elle a frappé à ma porte tard un soir, le visage pâle. J'ai entendu quelque chose que vous devez savoir, a-t-elle chuchoté. Étienne était au téléphone tout à l'heure. Il pensait être seul, mais j'étais dans le couloir. Il parlait à Charles. Mon cœur a manqué un battement. Parlait de quoi? De la santé de Monsieur de Montfort, a-t-elle dit. Et du moment opportun. Il a dit que ce ne serait plus très long maintenant, que l'homme s'affaiblissait de jour en jour. Elle a marqué une pause. Son ton m'a terrifié. Je voulais croire à un malentendu, mais le doute s'était déjà installé en moi. J'ai commencé à rester plus près de Vincent, partageant ses repas, lui faisant la lecture plus souvent, m'assurant qu'il ne restait jamais seul longtemps. La vérité a éclaté le lendemain matin. Quand je suis entré dans le bureau avec son thé, Vincent fixait un document dans sa main tremblante. Son visage était livide. « Léa, a-t-il murmuré, je n'ai jamais signé cela. » J'ai pris le papier. C'était un virement bancaire, une somme importante envoyée vers un compte à l'étranger. La signature ressemblait presque trait pour trait à la sienne, presque. Mais la fioriture sur la dernière lettre manquait. « Quelqu'un a imité votre signature, ai-je dit doucement. Une seule personne a un accès complet à mes comptes, a murmuré Vincent. Seulement Étienne. Avant que je ne puisse répondre, la porte du bureau s'est ouverte avec fracas. Étienne se tenait là, son expression dépouillée de la politesse soignée qu'il affichait toujours. Dans sa main, il y avait une arme. Il a soupiré comme s'il était agacé. J'espérais que vous ne découvririez pas cela tout de suite. Mon cœur frappait contre mes côtes. Étienne est entré, refermant la porte derrière lui. Vous deux avez rendu les choses bien plus compliquées qu'elles n'auraient dû l'être. Étienne a levé l'arme comme s'il avait répété ce moment 100 fois. Sa voix était froide, dépourvue de tout ton poli entendu depuis notre rencontre. C'était censé être simple, a-t-il dit. Le vieil homme tombe. Tout le monde croit à un accident. Charles hérite de tout, et j'obtiens enfin ce que j'ai mérité après 20 ans à le servir. Vincent a essayé de se lever, mais la faiblesse de sa jambe l'a fait vaciller. Assieds-toi, a aboyé Étienne. Tu pourrais au moins faciliter les choses. Je me suis interposé devant Vincent avant même de réaliser ce que je faisais. Vous ne le toucherez pas. Étienne a ri. C'est adorable. Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter? Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, la porte a été enfoncée. Agathe s'est ruée à l'intérieur, serrant un lourd chandelier en bronze à deux mains. Elle a frappé de toutes ses forces. L'impact a résonné dans la pièce. Étienne s'est effondré au sol, l'arme glissant hors de sa portée. J'ai appelé la police, a dit Agathe à bout de souffle. Ils sont déjà en route. Quelques minutes plus tard, les officiers envahissaient le domaine. Étienne a été menotté et emmené sur un brancard, toujours inconscient. Son téléphone, saisi par la police, a révélé des dizaines de messages de Charles. Des instructions, des détails bancaires, des plans assez de preuves pour faire arrêter les deux hommes. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sans Étienne pour contrôler ses médicaments, la santé de Vincent a commencé à s'améliorer lentement d'abord, puis de manière notable. Sa démarche s'est stabilisée, son élocution est devenue plus claire, son énergie est revenue. Nous passions des heures ensemble dans la bibliothèque à lire, à parler, à partager des histoires que nous n'avions jamais confiées à haute voix. Il y avait des moments où il me regardait avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant, des moments où je me surprenais à l'attendre, à penser à lui, à m'attacher d'une manière que je n'avais pas prévue. Un matin, alors que nous marchions dans le jardin, il a pris ma main, non pas par faiblesse, mais par intention. « Léa, a-t-il dit doucement, je n'ai jamais voulu que ce soit un fardeau pour vous, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez ramené la vie dans cette maison, vous m'avez ramené à la vie. » Mon cœur s'est serré parce qu'en chemin, j'avais commencé à ressentir la même chose. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, baignant le domaine d'une lumière plus douce et de nouvelles couleurs. Au moment où les fleurs le long du sentier du jardin commençaient à éclore, Vincent pouvait marcher sans sa canne les bons jours. Cela m'émerveillait toujours de le voir debout, stable,
ne portant plus le poids qu'il avait autrefois courbé. Un matin, il m'a demandé de l'accompagner quelque part. Il a insisté pour marcher jusqu'à la voiture lui-même, refusant toute aide avec une fierté tranquille qui me faisait sourire. Le trajet fut court, serpentant à travers de grands pins et des champs ouverts jusqu'à ce que nous atteignions une clairière au bord d'un petit lac miroitant. Je me souviens avoir eu le souffle coupé en descendant de voiture. L'eau reflétait parfaitement le ciel. L'air était encore, à peine touché par un son. Près de la rive se trouvait un vieux pavillon en bois, usé par le temps, mais toujours solide. C'est ici, a dit Vincent, le seul endroit que je n'ai jamais partagé avec personne, pas même avec ma famille. Il m'a guidé vers le banc à l'intérieur du pavillon, s'asseyant assez près pour que nos épaules se frôlent. J'ai acheté ce terrain quand Léonie était petite, a-t-il continué. J'ai toujours rêvé de construire une maison ici pour elle, un endroit où elle pourrait grandir avec de la lumière, des livres et du calme. Mais la vie a changé, et je pensais ne jamais revenir. Je me suis tourné vers lui. Pourquoi m'avoir emmené ici? Il a soutenu mon regard, les yeux chaleureux et sincères. Parce que je veux recommencer à zéro. Pas par contrat. Pas par solitude. Mais par choix. Avec vous. Mon souffle s'est arrêté. Il a pris ma main, ses doigts étaient chauds contre les miens. Je veux construire un foyer ici, Léa. Pas pour vous. Avec vous. Si vous le voulez aussi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis appuyé contre lui, laissant ma tête reposer sur son épaule alors que le lac scintillait devant nous. Dans le calme, mon cœur a donné la réponse que ma voix ne pouvait pas encore prononcer. En regardant en arrière aujourd'hui, il est difficile de croire à quel point ma vie a changé à partir du moment où j'ai mis le pied dans le monde de Vincent de Montfort. Ce qui avait commencé comme un acte de désespoir est lentement devenu une histoire que je n'aurais jamais cru vivre. J'ai appris que la guérison n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle vient discrètement à travers des conversations partagées au coucher du soleil, à travers le rétablissement constant d'une personne que l'on craignait autrefois, et à travers le simple fait de se choisir l'un l'autre chaque jour. Nos vies ne se sont pas rejointes à cause d'un contrat ou d'une obligation. Elles se sont entrelacées parce que deux personnes, portant chacune leurs propres blessures, ont accepté de construire quelque chose de nouveau ensemble. Et dans ce choix, nous avons trouvé quelque chose de plus fort que le confort. Nous avons trouvé quelque chose de vrai.